sphère de l'actualité, les droits de la femme ne sont pas toujours respectés en Mauritanie. Agressions sexuelles, violences conjugales, ce sont entre autres ce à quoi sont confrontées les Mauritaniennes. Les gardiens de prison de Condé-sur-Sarthe en France en colère après l'agression de 2 de leurs collègues par un détenu. Ils réclament donc de meilleures conditions de travail. Et la manifestation en Algérie ne faiblit pas malgré la mise en garde de l'armée. Les populations sont descendues encore dans les rues pour protester contre la candidature de Abdelaziz Bouteflika. Washington appelle le gouvernement à respecter le droit de manifester des populations. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur First TV Africa, la première chaîne d'information panafricaine. En Mauritanie, la lutte pour les droits de la femme est un combat de tous les instants. Les femmes subissent les violences conjugales et agressions basées sur le genre. Pire, des jeunes filles subissent des viols de la part de pédophiles récidivistes. Cependant, les auteurs de ces actes ne purgent pas vraiment leur peine et ils ne sont inquiétés de quoi que ce soit. Toutefois, des organisations défenseurs des droits de la femme tentent bien que mal de lutter pour que cela change. Suivons ensemble ce reportage. Le traumatisme reste vif. Quelques mois après l'agression subie par sa fille de 5 ans, Zara est toujours bouleversée quand elle raconte les faits. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu, il a pris ma fille pendant que je dormais, il l'a emmenée et il l'a violée. Elle a dû être opérée. Le violeur, un pédophile récidiviste, a été condamné à 10 ans de prison. Mais en Mauritanie, les auteurs d'agressions sexuelles sont souvent libérés bien avant la fin de leur peine, selon l'AFCF, une ONG qui vient en aide aux femmes victimes de violences. L'association réclame une loi plus protectrice des droits des femmes. En 2016, elle a participé à l'écriture d'un projet de loi sur les violences fondées sur le genre, un texte qui entendait notamment alourdir les peines pour viol et pénaliser le harcèlement sexuel. Cette loi, nous avons le besoin parce qu'on sait aujourd'hui que les violences à l'égard des femmes montent à flèche. Le texte a créé la controverse dans cette République islamique d'Afrique de l'Ouest et a été rejeté 2 fois par le Parlement. Nous ne pouvons pas adopter une loi qui est en contradiction avec la charia, qui est la référence de la constitution du pays. Les opposants à ce projet de loi lui reprochent aussi son intitulé. Selon eux, la notion de genre ouvrirait la voie à une possible défense de l'homosexualité, interdite dans le pays. Le gouvernement a pour l'instant retiré le texte, mais même dans le camp qu'il a rejeté, certains sont prêts à chercher un compromis pour aboutir à une meilleure protection des droits de la femme. Les femmes ont besoin évidemment d'une protection parce que quelle que soit la tolérance de notre société vis-à-vis de la femme, il y a quand même qu'elle est considérée comme mineure dans dans l'esprit et dans beaucoup de pratiques. Malgré les mises en garde de l'armée algérienne, les manifestations continuent à l'encontre du président Abdelaziz Bouteflika qui a décidé de se présenter pour un 5e mandat à la tête du pays. C'est la 2e fois que l'armée interpelle les contestataires à ne pas troubler l'ordre public. Washington, cependant, appelle le gouvernement à respecter le droit de manifester des populations. Suivons ensemble cet élément. En Algérie, l'armée se dit prête à garantir la sécurité et la stabilité. Alors que la contestation ne faiblit pas, le général Ahmed Gaïd Salah a pris la parole ce mardi à l'Académie militaire de Cherchell. Il dit vouloir engager l'armée contre ceux qui tentent de déstabiliser son pays. Nous sommes conscients que cette sécurité et stabilité continue vont encore plus s'enraciner et le peuple algérien va continuer à jouir de cette bénédiction. Et l'armée demeurera la garante de cet acquis si cher à travers lequel notre patrie a retrouvé son prestige. C'est la 2e fois que le chef d'état-major de l'armée algérienne s'exprime sur ces manifestations avec un discours similaire. Si l'argument récurrent est la stabilité, il ne mentionne pas pour autant les personnes qui menacent la sécurité de l'Algérie. Le fait que l'Algérie ait pu réunir les facteurs de sa stabilité à travers l'éradication du terrorisme
et la mise en échec de ces objectifs par le biais d'une stratégie concluante et rationnelle, et avec la résistance du peuple algérien et de l'armée, ainsi que d'autres services de sécurité, a déplu à certains partis qui sont dérangés de voir l'Algérie stable et sûre. Pour la première fois ce mardi, Washington a appelé les autorités algériennes à respecter le droit de manifester. Des manifestations qui se sont poursuivies ce 5 mars à Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira, principales villes de la région de Kabylie dans le nord du pays, mais aussi à Blida. 2 agriculteurs blancs ont été condamnés pour un meurtre raciste en Afrique du Sud. Ils purgeront tous deux des peines de 18 et de 23 ans de prison. Ils soupçonnaient leur victime, un jeune Sud-Africain noir, d'avoir volé des tournesols dans leur plantation. Suivons ensemble ce reportage. Ils étaient accusés du meurtre d'un adolescent noir. Un tribunal sud-africain a condamné ces 2 agriculteurs blancs à des peines de 23 et 18 ans de prison. Selon les accusés, leur victime, âgée de 15 ans, était soupçonnée d'avoir volé des tournesols dans une zone rurale reculée du nord-ouest du pays. Le garçon est mort après avoir été jeté d'un véhicule conduit par les 2 hommes et s'être brisé le cou. L'affaire avait déclenché des émeutes et le pillage de magasins appartenant à des Blancs dans la ville de Coligny. Les 2 hommes avaient affirmé que l'adolescent avait sauté du camion alors qu'il le conduisait au commissariat de police. Peter de Reward, 28 ans, et Philippe Schut, 35 ans, avaient été déclarés en octobre dernier coupables du meurtre de l'adolescent ainsi que d'enlèvement et d'intimidation. Le juge a expliqué que les 2 hommes avaient échappé à la prison à perpétuité car il n'y avait pas d'intention directe de tuer la victime et qu'il s'agissait de leur première condamnation par un tribunal. La chute des prix du ciment booste le secteur de la construction en République démocratique du Congo. Le sac de 50 kg de ciment a été stabilisé en dessous des 9 $. Si cette situation arrange les consommateurs individuels, elle est cependant désavantageuse pour les cimentiers. Ces entreprises se retrouvent donc en situation de surproduction. Suivons ensemble ce reportage. Il y a quelques années encore, un taximan avec 6 ans d'expérience à Kinshasa comme Georges n'aurait jamais imaginé lancer le chantier de construction de sa propre maison. Mais les temps ont changé dans la capitale congolaise. L'homme a acquis une parcelle dans le nouveau quartier de Nsélé. Il est en construction depuis 3 mois. Il reconnaît que la stabilisation du prix des 50 kg de ciment en dessous de 9 $ ces derniers mois a été d'une aide précieuse. Oui, la stabilité du prix du ciment a facilité la construction parce qu'auparavant, le ciment a coûté de 15, 16, 17, 18 $. Mais pour l'instant, le ciment est stable, ça nous facilite à construire des maisons. Du ciment à petit prix pour les consommateurs individuels qui cachent en réalité une situation plus difficile pour les cimentiers, les entreprises productrices de ciment en RDC se trouvent en situation de surproduction. Le marché de Kinshasa semble à lui seul être incapable d'absorber du ciment destiné à la construction d'un projet de barrage, potentiellement le plus grand d'Afrique. Cet économiste assure que les minages n'ont été qu'une solution de repli. Les grandes cimenteries qui se sont installées avec la capacité installée qui a été la leur, l'ont fait simplement parce qu'il y avait un grand projet qui s'annonçait, qui était celui de Inga. La construction de Inga aurait été un centre de consommation énorme de ciment que nous n'avions pas. Et donc c'était très intelligent de la part de ces sociétés de pouvoir s'installer et pouvoir être en mesure de fournir localement des produits. Quoi qu'il en soit, la relance des chantiers de construction de maisons familiales, en plus de multiplier le nombre de propriétaires, a aussi l'avantage de résorber le chômage endémique dans la capitale congolaise. Et pour nous autres, quand on trouve que dans notre quartier, il y a des chantiers d'ici par là, nous avons vraiment des bénéfices. Quand, par exemple, je peux quitter ici, aller travailler là-bas, on me donne quelque chose. 2 ou 3 jours, il y a encore un autre chantier qui arrive et je passe là-bas, j'aurai toujours le boulot. Avec ses plus de 12 millions d'habitants, Kinshasa est l'une des plus importantes mégalopoles d'Afrique. Même s'il se félicite de la multiplication des propriétaires, les urbanistes craignent qu'un ciment aussi abordable débouche sur le phénomène d'autoconstruction sans infrastructure.
Au Sénégal, l'activité aurifère a connu une hausse de 5,12% en 2018. L'or représente l'une des premières ressources naturelles du pays, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le pays occupe donc la 13e place dans le rang africain dans la production aurifère. Suivons ensemble cet élément. L'activité aurifère au Sénégal s'est accrue de 5,12% en 2018. Le pays a produit 245 230 onces d'or contre 233 266 en 2017, alors qu'en 2015, la production était à 182 283 onces d'or. En 2019, le pays espère franchir la barre de 250 000 onces d'or. L'exploitation a porté sur des sites à forte teneur dans un contexte de hausse de la demande mondiale. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'or représente aujourd'hui l'une des premières sources de devises du pays, l'essentiel de la production étant exporté. Entre janvier et avril 2018, les exportations d'or non monétaires ont augmenté à 81,540 milliards de dollars, soit plus de 47 000 milliards de francs CFA. Les défis pour nous devaient être quand même un apport plus conséquent de cette activité au niveau de l'économie nationale. De toute façon, nous, on ne consomme pas cet or qui est exporté. Et donc, tout ce qu'on peut engranger comme bénéfice dans cette exportation très souvent, c'est peut-être la fiscalité ou bien une situation extrêmement faible du pays qui vraiment ne rapporte pas grand-chose. Donc, ce n'est pas une activité nationale. Le Sénégal est le 13e producteur d'or en Afrique. Sur les 7 dernières années, la production moyenne du minerai est de 155,033 milliards de francs CFA par an, selon l'Agence nationale de la statistique. L'Érythréen Koudous Meraoui remporte le Tour du Rwanda terminé ce 3 mars 2019. Il a réalisé un chrono de 24 heures 12 minutes et 27 secondes sur les 953 km du parcours. Il était à sa deuxième participation sur le Tour du Rwanda. Ce tour cycliste qui était dominé depuis 2014 par les Rwandais, qui d'ailleurs n'ont remporté aucune victoire d'étape durant cette édition 2019. C'est l'Érythréen Koudous Meraoui qui a remporté le Tour du Rwanda de 2019 qui a pris fin ce 3 mars 2019. En 8 jours, ce jeune cycliste de 25 ans a parcouru les 953 km en 24 heures 12 minutes et 37 secondes. 10 secondes le séparent du deuxième coureur, l'Estonien Rein Taramae. La victoire de Koudous, qui participait au Tour cycliste du Rwanda pour la deuxième fois, a mis un terme au monopole rwandais depuis 2014. En effet, pendant 5 ans, les vainqueurs de cette compétition annuelle étaient des Rwandais. C'est aussi la première qui se termine sans victoire d'étape pour les Rwandais depuis 2012. Pendant 10 ans, le Tour du Rwanda était une compétition du niveau 2.2 selon le classement de l'Union cycliste internationale. Pour sa 11e édition, le tournoi a été promu au niveau 2.1 et pourra ainsi voir la participation des équipes internationales. Les États-Unis maintiennent les sanctions contre le Zimbabwe, espérant que la politique zimbabwéenne en matière des droits de l'homme ne s'est point améliorée. Donald Trump a indiqué que son pays prolonge les sanctions contre Harare durant 1 an. Un revers pour les dirigeants qui plaident en faveur de leur levée. La chute de Robert Mugabe et l'élection d'Emmerson Mnangagwa n'y font rien. Les États-Unis maintiennent les sanctions contre le Zimbabwe. Lundi, le président américain a indiqué que son pays reconduit ses sanctions pour une année supplémentaire. Donald Trump estime que la nouvelle politique du gouvernement à Harare continue à poser une menace inhabituelle et extraordinaire à la politique étrangère des États-Unis. Le renouvellement des sanctions américaines est un camouflet pour les soutiens africains du Zimbabwe, tels que Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain avait demandé la levée de ces sanctions qui ont contribué à démolir l'économie zimbabwéenne ces 2 dernières décennies. L'administration du président Trump justifie son intransigeance par la persistance des lois qui restreignent la liberté de la presse et par la répression des manifestations. Le président Mnangagwa, pour sa part, a appelé à la levée des sanctions qui ciblent la ZANU-PF, le parti au pouvoir, ainsi que de hauts responsables militaires et certaines compagnies d'État déjà visées sous la présidence de Robert Mugabe.
Des stylistes ivoiriens s'engagent dans la promotion du prêt-à-porter Made in Africa. Ibrahima Diaby vit sa passion pour la mode en alliant tradition et modernisme dans ses créations. Lui et plusieurs de ses confrères désirent valoriser les différentes cultures africaines en participant à de nombreux défilés et à des expositions ventes un peu partout dans le monde. C'est ici, dans cet atelier à Yopougon, au nord d'Abidjan, qu'Ibrahima Diaby vit sa passion pour la mode depuis 2013. Sa particularité, la promotion du prêt-à-porter africain en s'inspirant des meilleurs designs de différentes cultures du continent. Le prêt-à-porter, je dirais même que c'est l'avenir de la couture. C'est une manière pour nous de vraiment identifier la mode africaine. Voilà, surtout valoriser notre culture. Voilà, c'est ça au fait. Parce que tu vas beau mettre en valeur ce qui vient d'ailleurs, ça ne te donne pas ton identité à toi. Autre créatrice de mode, même combat, Rita Moore Design a pour slogan « Quand la tradition rencontre le modernisme ». Kori, Tam Tam, Baobab sont autant de motifs représentés sur ses créations. J'ai beaucoup misé sur les prêt-à-porter parce que actuellement les gens n'ont plus assez de temps pour se déplacer, pour prendre des rendez-vous chez les couturiers. Mon souhait le plus ardent, c'est de valoriser les motifs africains, les motifs akans, d'exploiter ce que l'Afrique a de plus beau au niveau de la mode. Pour mieux exporter leurs créations à l'échelle internationale, Ibrahima Diaby et Rita Moore Design participent régulièrement à des défilés et des expositions ventes sur le continent et dans le monde. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU du Burundi a été fermé. L'organisme aurait été obligé par le gouvernement burundais à quitter les lieux, un départ qui a été demandé en décembre par le président Pierre Nkurunziza. Le Bureau local des Nations Unies pour les droits de l'homme, définitivement fermé au Burundi. L'organisme spécialisé de l'ONU assure que le gouvernement burundais l'a forcé à plier bagage, une référence à la demande faite début décembre par le président Pierre Nkurunziza, qui avait dit ne plus comprendre l'utilité du bureau alors que la situation des droits de l'homme s'est améliorée dans son pays. 2 ans après la suspension de la coopération, le 5 décembre de l'année dernière, le gouvernement a demandé la fermeture de notre bureau au Burundi, expliquant que le pays a fait des efforts suffisants en matière de mise en place de mécanismes pour la protection des droits de l'homme, dont l'existence de notre bureau ne se justifie plus. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a été ouvert au Burundi en 1995, alors que la guerre civile faisait rage dans le pays. Plus de 2 décennies plus tard, le gouvernement a estimé que la paix était revenue et que la situation des droits de l'homme n'est plus la même. La fermeture définitive du Bureau des droits de l'homme au Burundi est la conclusion de relations tendues entre l'institution onusienne et le gouvernement de Pierre Nkurunziza, régulièrement accusé dans des rapports de graves violations des droits de l'homme depuis la tentative avortée de coup d'État en 2015. Des rapports que Bujumbura a pour sa part toujours qualifiés de mensongers. Au Nigeria, 300 personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions lors des élections ont été arrêtées par la police nationale. 53 personnes ont perdu la vie durant les échéances électorales remportées par Mahamadou Buhari et plusieurs autres personnes ont été blessées. C'est un constat de la société civile nigériane. Au Nigeria, plus de 300 personnes suspectées d'avoir commis des infractions liées aux élections présidentielles et législatives du 23 février ont été arrêtées selon le patron de la police nationale. À 76 ans, le président Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle face à son principal rival Atiku Abubakar. Ce dernier a dénoncé une parodie d'élection et a annoncé qu'il allait déposer un recours en justice pour contester les résultats. Le Nigeria a une longue tradition de violence et de fraude électorale, comme l'achat de voix, l'intimidation des électeurs et le vol de bulletins de vote. Lors du scrutin du mois dernier qui a consacré la victoire de Muhammadu Buhari avec une avance de près de 4 millions de voix, 53 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées selon la société civile nigériane. En 2011, plus de 1000 personnes ont perdu la vie dans les violences post-électorales dans le Nord. Très chers téléspectateurs, voici que prend fin
le journal de First TV Africa. Nous rappelons que l'actualité est dominée par la manifestation qui continue en Algérie malgré la mise en garde de l'armée. Washington appelle cependant le gouvernement à respecter le droit de manifester des populations. C'est ici que nous vous disons au revoir et surtout, ayez la primeur de l'information en suivant First TV Africa.